changement d'activité. On ne voudrait pas que ce soit autrement, mais il faut voir comment ça s'applique sur papier et comment ça sera considéré par l'agence. Le garder aussi séparé que possible. Je pense que c'est plus stratégique, c'est une option plus stratégique que substantive. Colin, ici. Je me demande s'il n'y aurait pas un bon rationnel de garder la composante archéologique du programme original d'Instead et de penser aux enjeux qui viennent avec la désécration et la destruction des ressources archéologiques. Concernant les choses dont on parlait dans la séance de Sylvie, on parle des projets, l'ontologie et les relations des gens. Ce sont des choses qu'on trouve dans les zones urbaines en Amérique du Nord. Si vous cherchez quelqu'un pour travailler dessus, je pourrais vous donner un coup de main. Pour le séparer en tant qu'axe, c'est intéressant de le voir comme en faisant partie d'une approche intégrée pour le territoire archéologique, anthropologique, ontologique. Je ne veux pas perdre cet élément de façon substantive, mais encore une fois, c'est une question stratégique. Deux des archéologues qui ont commencé avec nous ne continueront pas dans la même nouvelle ration. Et si on est censé avoir des archéologues dans l'équipe, on va être rendu très étiré ou très éparpillé. Mais on est dans le contexte de protéger du territoire. C'est là notre force. Mais je dirais plutôt, c'est un argument stratégique. Si vous voulez que ce soit distingué de Cicada, que ce thème, que cet axe, ce serait une façon de se distinguer. Donc, ce sera encore plus inclusive sur le plan conceptuel que Cicada. C'est un remue-ménage ici. Et je devrais consulter des individus pour la prise de décision. Et ça n'arriverait pas d'ici la fin de la réunion. D'autres pensées ou des questions sur les autres aspects de cet exercice? Donc, une note finale pour nos partenaires indigènes, nos conseils communautaires, des organismes régionaux et les formes qu'ils peuvent prendre. On a besoin de lettres de soutien, des lettres qui confirment que vous faites partie d'Instead et qu'on aura des lettres semblables pour confirmer que vous faites partie de Cicada, vu qu'il y a deux demandes, processus de demande. Ça pourrait être le même texte, mais ça prendra une lettre séparée pour chaque concours. Donc, nous allons faire circuler une lettre modèle qui pourrait être modifiée pour s'adapter à votre perspective particulière. Je pense que c'est ça, avec 51 secondes qui est le bien. What an exercise. All right. Next is John, and John speaking. Après, c'est John. John va parler pour Willie Simmel, Joseph Willie Simmel, qui n'est pas là, et le programme ICAM.
Good morning to everyone. I'm John Galati, and Bonjour, je suis John Delati, le co-directeur de l'Institutional Canopy of Conservation, le canopy institutionnel de conservation. Il n'y a pas de renouvellement de prévu. Il reste 5 ans. Il nous reste beaucoup d'activités à poursuivre. C'est un projet en Afrique orientale, sur les frontières du sud du Kenya et du nord de la Tanzanie. C'est une zone riche en diversité. Il y a des grands troupeaux de faune aussi. Cette faune se trouve sur des terres pastorales, surtout des bergers ou des pastoralistes Maasai. Il y a des parcs nationaux, des aires protégées, et aussi, il faut voir les projets de conservation qui viennent des communautés. Donc, c'est une façon des expériences qui ont eu lieu depuis 20 ans où les communautés essaient de prendre un morceau de la casse-tête conservationniste et ils font des activités de conservation dans leur terre et ils font les interactions avec les zones protégées. Voici un petit résumé des acteurs impliqués. Nous avons une grande variété d'universités et de partenaires universitaires. Et aussi, je dois ajouter que nous avons une bonne équipe d'Africains qui sont des universitaires dans les universités au Canada, en Afrique et en Europe. Nico Kassoy fait partie de notre équipe. Jacques Paulini, qui est un associé de recherche sur le projet. Il va contribuer à cette courte présentation et il y en a plusieurs autres. Colin fait partie de l'équipe d'un point de vue théorique et thématique. Nous sommes reliés avec un NGO conservationniste, c'est l'African Conservation Center, présidé par David Western, très bien connu en Afrique, qui est un des créateurs, des initiateurs de conservation communautaire. C'est une idée qui vient de la fin des années 1960. Donc, c'est un partenaire idéal aussi. Nous avons dans notre gamme d'éventail de partenaires, nous avons un ensemble de militants, de ONG militants pour l'État. C'est des groupes qui viennent des communautés où nous travaillons. Ce sont des gens avec beaucoup d'expérience et beaucoup d'interactions avec les gouvernements et les communautés sur des questions de droits fonciers. Si on regarde sur le plan historique, Miguel a déjà travaillé avec ces gens depuis presque 20 ans. Donc, c'était avec cet ensemble de liens où on est allé avec ACC pour monter un projet de partenariat qui est financé par EDRC et SHERC qui engagerait un ensemble de gens qui travaillent pour les droits fonciers et la question de la conservation. C'est complexe. C'est un partenariat un peu trop complexe en essayant de garder tout ça aligné. C'est un défi. Alors ça montre les sites sur lesquels on a mis l'accent et les communautés, les aires communautaires les plus importantes à côté des parcs comme le Serengeti, Ngorongoro, Masai Mara, Amboseli, Tsavo et autres. Et je voulais juste émettre quelques commentaires sur les sites. Chacun des sites implique
des gens qui essayent de s'engager envers des questions sérieuses de conflit au niveau de leurs droits territoriaux, la conservation, comme vous savez, qui est utilisée comme excuse pour s'accaparer des terres des indigènes, même si c'est eux les meilleurs conservateurs de la faune et de la flore. Et dans les communautés, un groupe élite essaye de s'accaparer des bénéfices. Les conflits ont lieu avec le mode de vie, la qualité de vie, l'agriculture dans des secteurs pour les animaux et ça serait des conflits peut-être avec l'État aussi. C'est le genre de confrontation et dans les commentaires qu'on a entendus au niveau de leur expérience et je veux parler de quelques questions qui nous intéressent et qui ont inspiré le projet. Regardons le site numéro 7, Loleondo, le nord de la Tanzanie. C'est là où le gouvernement, qui, il y a des années, ont sorti les Maasai du Serengeti pour créer ce parc et garantir l'accès à ces terrains dans Ngongo. Ils ont donné les droits d'occupation et de la chasse à un consortium de pays du Golfe Persique et ils ont tassé les Maasai. Une longue histoire de friction entre ces gens-là qui essayent de restreindre ce que les Maasai peuvent faire. Et dans les dernières années, la corporation a essayé de prendre de l'expansion et c'est devenu une question internationale parce que les Maasai ont résisté que l'on s'accapare de leurs terres davantage et on a un étudiant à la maîtrise qui est là cet été qui travaille là-dessus. Si on regarde numéro 2 au Karamatium, c'est dans le Rift Valley, à côté du mur de l'escarpement, l'air le plus bas du Kenya et un secteur très riche pour la faune et pour les animaux domestiqués comme et les vaches. Ils ont mis un site qui était bien intégré avec les structures communautaires. Ils ont zoné leur territoire. Ils ont plusieurs aires, conservation, agriculture. Et la raison pourquoi, c'est que les gens voient ça comme quelque chose qui fonctionne pour eux pour une raison particulière. Dans la saison des pluies, la faune vient dans la vallée et utilise ce secteur. Quand ça devient sec, eux et le tsetse-fly se réduisent, vont vers les hauteurs et ça produit des aires de pâturage pour les animaux et ça a donné lieu à un bon appui communautaire et un secteur viable. Si on regarde le numéro 4, ça c'est Kipia. Kipia, c'est assez spécial parce que c'est un secteur où on a des ranchs commerciaux qui sont transformés en un secteur de conservation. Ils ont trouvé que le tourisme, l'écotourisme était plus viable que les animaux, le bétail en fait. Et c'est un cas test de conservation privée et leur efficacité en termes de protéger la faune. Et c'est apparu qu'il y avait plus de faune dans les aires privées et la capilla que dans les parcs nationaux. La raison pourquoi c'est intéressant, c'est qu'on a quelques dynamiques en jeu. Il y a des ranchs de groupes occupés par des pastoralistes qui eux-mêmes créent des aires de conservation. Ils essaient de faire en sorte que ça fonctionne. Ils font ça avec l'assistance d'investisseurs. Les investisseurs arrivent et créent un camp ou une auberge avec l'assistance et la collaboration de la communauté. Et dans le nord, le Northern Rangelands Trust qui suit et crée plusieurs aires de conservation et des aires communautaires. La question pour nous, c'est si ce type de conservation, ce type d'initiative dans lequel l'argent est amené comme investissement devient en fait un levier
pour enlever les ressources à la communauté au lieu que ce soit quelque chose qui habilite les communautés et on leur on prend l'initiative de leur enlever la ressource. C'est une question très difficile et ça a été répliqué à travers le monde dans plusieurs secteurs où on a un capital international impliqué dans l'investissement dans un secteur et de mettre de côté au lieu d'habiliter les secteurs locaux. C'est là où il y a des terrains abandonnés où les gens quittent et les pastoralistes reviennent et réoccupent le secteur, parfois avec l'idée de faire de la conservation. Alors ça, ce sont des commentaires. J'aimerais donner la parole à Jacques Paulny pour parler du projet de recherche. C'est le directeur de recherche pour le projet. Alors, rapidement, le sujet de recherche, alors on a étudié 3 secteurs principaux, le bien-être, les stratégies de vie, gouvernance de ressources, avec un accent sur les incitatifs et l'environnementalité, l'attitude envers la faune, la flore, quels sont les leviers, le changement d'attitude en termes de méthodes. On combine différentes méthodes. On fait bien sûr de l'ethnographie, 2 sortes d'endographie, une des choses qu'on appelle quick studies, des études de cas rapides et des des études de cas en profondeur, les étudiants en la maîtrise et le doctorat qui font des études sur 5 ans. Et on utilise un questionnaire pour faire la collecte de ces données au niveau foyer et au niveau village pour avoir des données de référence et aussi faire des études longitudinales sur les 5 prochaines années où le projet perdurera. Et je vais rapidement, on n'a pas beaucoup de temps, il faut laisser le temps pour les questions. Et une chose que j'aimerais partager, c'est comment on... Ah, comment on avance? OK. Alors, juste en revenant du terrain, j'ai passé 2 mois au Kenya. Je veux parler un peu, le défi. Il y a plusieurs défis dans ces projets, mais un des défis que je pense est très important et pertinent pour la discussion qu'on a ici avec la proposition de bâtir plus de projets pour l'avenir, qui est la question de faire de la recherche qui fait une différence. On collabore avec des organismes de société civile. C'est pas facile de faire ça, en effet, parce que, bien sûr, au niveau académique, on veut se spécialiser, on veut regarder des questions très spécifiques. On utilise un cadre théorique très spécifique, mais quand on est membre d'une communauté, il y a des enjeux qui sont reliés à notre expérience de vie. Alors, cette idée d'encadrer tout ça, c'est peut-être pas aussi pertinent quand on veut faire de la recherche sur quelque chose pour faire changer la société pour notre groupe communautaire, notre groupe de personnes. Alors, la synthèse entre différentes disciplines n'est même pas assez pour avoir cette compréhensibilité parce qu'il y aura toujours des écarts à remplir en fin de compte. Alors, pour pouvoir répondre à ça, on a mis en place une méthodologie, les études de cas rapides. J'appelle ça l'ethnographie peu chère, mais c'est un peu provocateur, mais c'est une façon de dire que des fois, il faut travailler avec les gens et travailler comme on peut et essayer de comprendre ce qui arrive. Et j'ai fait un peu de travail avec Sally et c'était une question de recherche. Qu'est-ce qui arrive ici? Et c'est une façon qu'on peut rester ouvert et, en fin de compte, être orienté en parlant avec les gens, à savoir quelles sont les questions clés pour eux. Et là, on peut retourner dans le monde académique et avoir un cadre théorique pour comprendre ces questions quand on parle avec les gens de la communauté sur une courte période. Alors, pour donner un exemple, une question très controversée, c'est la sous-division la redivision du terrain. Si vous revenez avec un cadre libéral et vous dites que vous êtes un économiste orthodoxe, vous allez voir les choses d'une certaine façon. Si vous y allez avec une vision de gauche influencée par le marxisme, on verrait les choses différemment, mais on dit aux gens, on réalise qu'on peut faire, on peut être un libéral et un marxiste en même temps.
parce que ces deux positions sont pertinentes sur certaines questions. Et quand on voit quand on a la version complète de tout ça, on peut avoir une vision un peu différente si on adopte un de ces cadres. Alors, juste quelques idées du terrain et bon, on a fini. Question. Oui, Peter. Inaudible pour l'interprète. Communauté, des questions communautaires. Les derniers commentaires qui ont été émis sur la pertinence de la recherche sur la communauté et quels sont les intérêts de la communauté. Et je veux savoir comment vous avez fait pour contourner ça et comment vous avez composé avec ça. Vous avez mentionné ça, mais parce que c'est quelque chose que j'entends souvent, que ce travail de recherche peut être ne pas être très pertinent. Les communautés, c'est très dynamique pour nous, les gens qui se font évincer et la cartographie qu'il faut faire, par exemple. Alors, comment est-ce que vous avez composé avec ça? Je suis sûr que vous avez plusieurs exemples. On a peut-être des expériences différentes, mais le groupe avec lequel on travaille, qui détermine la recherche, c'est les leaders communautaires et les activistes. C'est eux qui font en sorte que l'on reste sur la bonne voie et commence à contribuer à nos problèmes et leurs solutions. Et le problème de subdivision, on a suivi le cas Majimoto et on a donné des conseils quand il restait à la division. Et question sérieuse, c'est des allocations corrompues et des ventes par des pastoralistes et on a essayé de travailler là-dessus et à travers le projet, on peut donner l'information qui peut être utilisée pour des politiques et des activités pratiques sur le terrain. Mais nos partenaires ne nous laissent pas faire les choses à moitié ou couper les coins ronds. C'est un dialogue très productif. Est-ce que ça répond à votre question? Je pense qu'il y a des secteurs très particuliers où on interprète les résultats ensemble et on essaye de les redonner à la communauté. Et ça, c'est une autre étape. Jacques, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Sur le côté subdivision, il y a des cas de corruption. Notre partenaire le sait beaucoup plus que nous, mais on peut les aider à documenter ces cas en ayant une bonne méthodologie pour que l'on puisse faire la collecte de données pour avoir plus d'impact sur les politiques et il y aurait des questions qui ne seraient pas, où ils ne seraient pas assez au courant et on est une équipe de 8 personnes, la moitié des Occidentaux, la moitié du Kenya avec ses partenaires locaux et définir les droits des mêmes personnes parce qu'ils sont dans cette communauté. Alors, on n'ira pas vers quelque chose qui n'est pas important pour eux, mais en même temps, si on trouve quelque chose qui est pertinent, ils sont avec nous, ils peuvent en parler, on peut en parler à tous les jours et il y a beaucoup de problèmes avec la subdivision, la corruption, etc.
Il y a plusieurs problèmes qui tentent de dire que la subdivision, c'est une mauvaise chose, mais la majorité des gens aiment la subdivision. C'est quelque chose qui est interpellant pour nos partenaires. Ils savent que plusieurs personnes aiment ça, mais pour pouvoir regarder ça ensemble, ça résulte en discussion et même pour nos partenaires, c'était une façon d'être préparé pour mieux encadrer cette question. Et si les gens aiment la subdivision, ça peut être fait peut-être, mais d'une autre façon, pas de cette façon-là. Alors, il fallait amener des nuances et qui nous ont aidés à rester sur la bonne piste au niveau des questions importantes à examiner si on veut amener des changements sociaux. Alors, je veux juste clarifier que la question, c'est comment est-ce que vous pouvez vous être sûr que cette recherche est menée par les communautés et que ce soit les communautés qui décident de certaines choses et que les communautés sont complexes. Les gens aiment la subdivision, d'où ça vient, ça? Alors, je dirais quand John parlait des Northern Regional Trust et d'autres entités, soit un levier pour enlever des ressources des communautés, la recherche peut faire ça aussi. Comment est-ce qu'on peut nous assurer que cette recherche est bien faite et pas rapide et facile, mais aussi avec une vision à long terme? Comment est-ce qu'on peut nous assurer que cette région à long terme perdure? C'est un projet à multi-sites. Il faut qu'il y ait de la cohérence à travers les secteurs, mais on rassemble tout le monde, on discute des priorités de recherche et on interagit et il y a de la tension. Là, c'est pas facile à régler. Merci, John. Jack, on a dépassé de quelques minutes et nous allons continuer. Et Peter Brown sera le prochain directeur du projet Economics for the Anthropocene. Alors, merci à Colin et à tout le monde de m'inclure dans le projet. C'est un projet financé par SSHRC de 5,5 millions de dollars avec contribution de nos partenaires. On est à 2 ans et demi du projet. Alors, il nous reste encore du temps devant nous, mais à cause de la nature du financement, on a utilisé l'argent que l'on avait pour appuyer les étudiants. On est en processus de commencer à planifier le reste du projet. On va parler de ça, mais je pense qu'il y a une relation intégrale. Une connexion intégrale entre ce projet et l'éducation pour l'Anthropocène avec CECADA et CECADA et INSTED essayent de composer avec des problèmes sur le terrain qui sont générés et légitimés par l'éducation supérieure. Alors, particulièrement, selon moi, les disciplines normatives que Colin a mentionnées hier, l'économie, la finance, la loi, la gouvernance et l'éthique occidentale légitimise et facilite le déclin des prospectus de la vie. C'est de ça qu'on parle dans le projet. Et plus l'université est prestigieuse, plus ça fait de mal. Et c'est un peu général comme commentaire, mais si on a une bonne université, je demanderais la question d'Aristote. Bonne pourquoi? Alors, je ne sais pas si on passe le test comme il faut. Alors, E4A est essentiellement une question d'ontologie, de la nature de la réalité et comment nos systèmes de pensée s'agencent ou ne suivent pas la réalité et l'implication de ça pour le bien-être humain et le reste de la vie sur Terre. Et en ontologie, c'est un sujet important à ce moment-ci parce que ce que les gens pensent de la réalité affecte la réalité.
pas juste comment on l'aperçoit, mais biologiquement, chimiquement et géographiquement, et comment avoir une belle image de la réalité et nous bâtir nos pensées là-dessus. Et je pense que les universités, particulièrement dans les disciplines énumérées, ont perdu la piste vers la réalité et font de la confusion entre la pensée de la réalité et la réalité elle-même, l'encadrement de la réalité et la réalité elle-même. Alors, pour moi, voici une image très connue, mais problématique aussi. Il n'y a pas de preuves scientifiques que c'est arrivé. Mais ça contrôle la pensée occidentale de manière importante. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous n'acceptez pas cette version des choses, beaucoup de choses que plusieurs personnes acceptent disparaissent. Par exemple, il n'y a pas de naissance vierge, pas d'immortalité personnelle, il n'y a pas de sauvetage extérieur, quelque chose qui va venir du cosmos et réparer ce qu'on a détruit. Et il n'y a pas de 10 commandements qui est généré à l'extérieur du système évolutionnaire et il n'y a pas de personnes choisies, espèces choisies ou sexes choisis. Alors, ça fait table rase d'une certaine façon et je trouve ça très libérateur. Alors, ça a mené la notion que les êtres humains sont tombés du ciel et ça mène à l'idée, Carolyn Merchant appelle ça le projet baconien, le projet pour reprendre notre place au paradis. Et c'est devenu ce principe qui guide la culture occidentale à partir des années 1600 avec des effets dévastateurs au niveau planétaire. Alors, on essaye de réfléchir A4A et que notre narratif, de quoi ça aurait de l'air si on demande, si on accepte l'idée de pas de création spéciale, mais une création continuelle, et l'univers est en processus de création continuelle de systèmes plus complexes en même temps que le système est en déclin. Il y a certains endroits dans l'univers où la complexité monte et c'était la Terre et comment ce récit, ce narratif, comment ça est sous-jacent à nos institutions, particulièrement ces institutions normatives que je mentionnais, de quoi est-ce qu'ils auraient l'air si on commençait avec une vision scientifique de l'évolution cosmique au lieu du narratif judéo-chrétien. Alors, à partir de là, on change du narratif créatif à une vision coévolutionnaire. Et ce qu'on fait dans le projet, c'est de penser à reconstruire ces disciplines à partir d'une ontologie différente. Et il y a un concours planétaire en ce moment sur comment on définit la réalité et le plus influent, c'est le narratif judéo-chrétien musulman que j'ai mentionné. Ensuite, il y a les sortes d'ontologies qui sont mentionnées dans notre projet. Je n'étais pas sûr comment les caractériser exactement. C'était des ontologies d'endroits et de plans de vie. Et dans le enlightenment européen, les mécaniques newtoniennes, et c'est très influentiel ce que John a appelé l'ontologie néolibérale qui est sous-jacent à ça. Et il y a la coévolution, l'ontologie de la coévolution qui, selon moi, est le plus prometteur et ça donne lieu à de la littérature importante. Un livre que j'ai, c'est pas le seul, mais c'est intéressant. C'est celui de Capper et Loisy qui s'appelle Vision systémique de la vie, une vision unifiée que je vais utiliser dans mon cours cet automne. Alors, il y a
globalement, il y a un concours, une compétition sur le narratif dominant et le narratif coévolutionnaire a été, pour cette personne qui, surtout avec le travail de Thomas Berry, qui est un frère chrétien et qui peut remplacer le narratif de la jeunesse, de qui on est, d'où on vient. Mary Levin Tucker et John Gribble à l'université Yale ont fait beaucoup de travail là-dedans, et aussi l'Institut Big History à Macquarie University en Australie est vraiment évangélique sur ce processus et ses idées, et ils ont eu beaucoup d'appui de Bill Gates et ils essayent de ramener le narratif de Big History, l'éducation en général, incluant éducation secondaire et primaire, pour que les gens globalement puissent avoir une compréhension commune de nos origines. Et il y a un contre-coup de plusieurs endroits là-dessus, incluant les églises, mais un nombre de personnes ont critiqué cette notion en disant que Big History, c'est une bonne idée, mais le problème, c'est que c'est trop gros et ça ne nous permet pas de comprendre de manière plus intuitive et nos réactions à la création et le sacré. Alors, tout ça, c'est contesté en ce moment, mais c'est très important et c'est des mouvements importants et je pense que ce serait avantageux dans la prochaine étape des choses pour Cekata de prendre une position d'intersection avec ce concours global. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à ajouter. La perspective des peuples autochtones qui n'apparaissent pas dans ce débat à ce moment-ci. Alors, je veux juste parler un peu de questions économiques pour l'Anthropocène, et c'est bien sûr le premier cours qui s'appelle Big Bang à l'Anthropocène, où cette année, je l'enseigne sur du matériel de l'Institut Big History, mais ça essaye de retracer et essayer de comprendre le narratif cosmologique et de quoi il s'agit et comment ça affecte les disciplines que j'ai énumérées, particulièrement l'économie et les finances sur la gouvernance et l'éthique et comment ce serait différent. Et il y a un cours sur les fondations de l'économie ethnologique et on essaye de dire que c'est un remplacement pour l'économie néoclassique et le début d'un remplacement pour l'économie néoclassique et l'économie écologique. C'est une nouvelle discipline, mais c'est très intéressant. Il y a aussi un cours de méthode et un cours qui est sur les orphelins. Et c'est des cours que les étudiants ont conçus et qu'ils apprennent et qu'est-ce que ça veut dire de reconstruire ces cadres et ces disciplines à partir du point de vue d'une ontologie alternative. C'est une nouvelle idée qui est venue de John Erickson, des étudiants qui ont conçu et qui donnent ces cours. Ils donnent de très bons cours, ces étudiants-là, parce qu'ils ont de très différentes idées et ils pensent à des choses de façon très nouvelle et de façon importante que je pense que c'est fascinant. Et là, on a un cours sur le terrain et la cohorte d'étudiants cette année, c'était politique énergétique et on a fait une analyse et on s'est concentré sur le Energy East Pipeline et on a regardé différents sites et comment l'énergie est produite et on a pris des cours qui étaient à l'Université Laval et d'autres sources d'informations et les étudiants étaient assignés pour analyser les pipelines de différentes perspectives. Les zoologiques, trois groupes. Un, c'était comment ça sera évalué du point de vue d'économie néoclassique, comment ça serait évalué du point de vue économie écologique et aussi l'ontologie non occidentale. Les étudiants qui ont pris la dernière option, ceux qui ont utilisé les Premières Nations en Amérique du Nord, leur ontologie comme leur cadre analytique. Alors, on a eu 38 étudiants. Je suis en panique, pour vous dire la vérité, parce que ça a décollé assez rapidement.
Alors, il faut réfléchir à comment on peut tirer profit de ce travail. Il y a une urgence globale, mondiale, tout le monde le sait. Les universités continuent à produire beaucoup de gens qui contribuent à ça. Et donc, comment est-ce qu'on va répondre aux défis et est-ce qu'on peut répondre à ce défi assez rapidement? Je pense que la réponse, c'est probablement non, mais il faut le faire quand même. Et on travaille avec l'Université Ware pour pouvoir avoir des programmes sur le terrain en Asie, en Inde et en Chine en particulier. Et on commence le développement des cours MOOC qui seront disponibles en ligne et aussi dans les programmes. Et on s'attend à collaborer avec un nombre d'initiatives et organisations, Cicada, Future Earth, Big History Institute, etc. Et un de nos objectifs, c'est de délégitimiser cette idée. Beaucoup des problèmes que l'on discute dans les derniers jours viennent de la notion de... Vous pouvez voir que beaucoup des problèmes ici, c'est le peuple choisi, que le progrès est défini comme se débarrasser des peuples traditionnels, des peuples autochtones et se débarrasser de la faune et de la flore. C'est l'objectif dans lequel on a été très efficace, malheureusement. Et donc, on espère se diriger dans une autre direction au niveau de la présence des humains sur Terre, informés par la science contemporaine et pas limités seulement par ça non plus. C'est ce qu'on essaye de faire. Merci de votre écoute. C'est très intéressant. Je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Ils vont peut-être... Je vais peut-être me faire lancer des roches, mais je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. J'aimerais défendre le christianisme quand même. Le christianisme a des créations mystiques. Le François d'Assise aussi, l'histoire de la création des moines chrétiens. Peut-être qu'il y a plus de voix pour réimaginer l'éthique dans cette tradition. Et aussi, la science fait partie du problème aussi. Oui, ça fait partie du problème, mais en 18 minutes, je ne pouvais pas tout discuter. Oui, il y a des dimensions, des traditions judéo-chrétiennes qui n'ont pas les défauts que j'avais mentionnés. Si vous avez le post-encyclical, qui est un document très... C'est l'encyclique du pape. Il a une grande autorité morale et c'est un bon ajout, mais en même temps, il n'a pas donné beaucoup de place sur la doctrine chrétienne. Je l'ai trouvé décevant parce que ça n'ouvre pas de dialogue. Ça a gardé les repères où ils étaient, les balises. Et je pense que le dialogue était très défectueux. Ça n'a pas reconnu la deuxième loi de thermodynamique. Tout organisme dégrade ses alentours. Donc, il y a 11 millions de personnes, pêcheurs, qui peuvent... 11 milliards de personnes peuvent vivre sur la Terre sans la dégrader. Ça ne marche pas. Il y a la théologie, processe aussi la théologie de libération. Il y a beaucoup d'alternatives aussi. Ce n'est pas juste relié dans la foi catholique. Il y a aussi d'autres variantes du christianisme. Il y a Alfred Whitehead et aussi sa philosophie. C'est un lien, un maillon pour se rendre. Et la théologie de libération qui sort du côté catholique et les prêtres travailleurs.
et aussi le CCF, la NPD aussi, l'Évangile social pour avoir des leçons du Nouveau Testament, bouger, déplacer pour créer un ordre social. Donc, je le vois dans la dichotomie. On voit l'Occident contre d'autres idéologies, ainsi que l'implication qu'il y a des éléments ontologiques qui sont en conflit. Quand je pense à la recherche que j'ai vue en France et la tradition dans cette partie du monde qui ressemblait à la partie du monde comme dans le nord de la Colombie-Britannique, quand ils ont discuté le paysage, c'était une expérience qui arrivait dans un ensemble, dans un contexte religieux. Oui, vous faites beaucoup de choses. Et vous avez eu peu de temps pour l'aborder, mais il y a des tendances beaucoup plus nuancées et il y a ça prend une opposition un peu plus agressive. C'est une forme d'auto-immolation de façon intéressante et ironique. Donc, dans ce cas, j'avais la considération. J'ai des documents chrétiens rédigés par des défenseurs du christianisme standard et aussi la théologie de libération. Je ne pouvais pas tout couvrir les nuances en 18 minutes. Donc, merci pour vos commentaires. Je suis d'accord avec la plupart. Désolé, on est rendu à la fin de notre temps. John, un commentaire rapide? Oui, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit et c'est un projet très important. Je me demande juste à quel point que vous explorez les idées théologiques chinoises et hindouistes. Il y a un étudiant en doctorat qui vient de faire la même chose, qui travaille avec moi. Oui, les religions mondiales sont très complexes et nuancées. Et vous avez une certaine question stratégique. Il n'y a pas de bonne réponse. Comment pouvez-vous monter cette façon de penser pour créer le besoin de changer? Il y a des gens que j'ai mentionnés, Mary Evelyn Tucker, qui est une étudiante de religion mondiale qui travaille dans ce domaine. Donc, on ne peut rien enlever. Et en même temps, je pense qu'il est important de se rendre compte. Imaginez comment ce serait quoi le Moyen-Orient s'il n'y avait pas de peuple choisi, s'il n'y avait pas de genre de sexe choisi ou d'espèce choisie. Et après, Adam Hendries de l'Université McGill, il est le directeur des systèmes infosystèmes et de biodiversité. Bienvenue. Merci, Colin. Merci tout le monde pour une journée si intéressante. Hier aussi, j'ai dû arriver un peu en retard à cause des obligations familiales, mais je suis content d'être ici maintenant. J'aimerais vous parler d'un projet relativement nouveau que j'ai. Nous avons plusieurs universités québécoises qui est l'extension d'un ancien programme de McGill. C'est un programme de bourse d'études. Donc, ça diffère des autres projets où une grande partie du financement va pour soutenir les étudiants diplômés qui font de la recherche dans une grande variété de sujets. Donc, on est ici pour fournir, donner de l'argent de bourse pour des projets pertinents. On voit de quoi il s'agit pour le programme et comment vous pouvez financer vos étudiants dans le contexte de ce programme. Je suis le directeur du programme, le coordinateur,
qui fait une bonne partie du travail quotidien, Philippe Perez. Et il n'est pas ici aujourd'hui, il était là la dernière fois. Donc, l'histoire de ce programme commence avec cette option de travail pour l'étudiant diplômé pour la recherche néotropicale et avec l'Institut Smithsonian et les institutions à Panama. Donc, on voit la carte de Panama, c'est la création de Catherine Potvin que vous avez entendu hier. Et Catherine avait l'idée, quand elle était en année sabbatique à Stry, que ce serait bien d'avoir un partenariat entre McGill et une institution qui travaille dans les néotropiques pour aborder des projets d'intérêt pour les néotropiques. Donc, il y a la phrase qui dit « Néo veut cultiver une plus grande compréhension des enjeux environnementaux tropicaux et d'un environnement pour le développement des capacités et travailler dans les tropiques. » Donc, Néo continue à travailler. Je vais vous dire ce que Néo a fait pour vous donner une idée de ce que BESS pourrait réaliser. La première inscription à Néo, c'était en 2001. À cette époque, depuis ce temps, Néo a soutenu beaucoup d'étudiants qui travaillent dans les néotropiques. Voici l'élément central. C'était tous des étudiants de McGill jusqu'ici. Ils ont fait une grande variété de projets. La plus grande partie sont concentrés sur la biodiversité, surtout de la perspective de l'évolution de la diversité biologique et ses changements avec le temps. Il y a eu une composante religieuse et une partie a été faite dans des territoires indigènes et une autre partie était sur des questions de pertinence et des questions pour les communautés indigènes. C'est une petite partie du programme et j'espère que ça pourrait s'élargir. Voici des partenariats pour plusieurs départements à l'Université McGill. On les voit ici. Il y en a certaines qui ne sont pas actives, donc on veut recruter d'autres départements dans le programme avec le temps. Plusieurs professeurs à McGill en faisaient partie. Il y a eu 37 plus professeurs. Voici les directeurs et leur terme aussi. J'étais directeur aussi et il y a eu beaucoup de participants chez Stry. Donc, le point clé, c'est que la base fondamentale de ce programme est un partenariat fort entre McGill et l'Institut de recherche Smithsonian à Panama. Mais on a beaucoup d'autres partenaires en Amérique latine. Et l'élément clé du projet, c'était la recherche des étudiants. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va du haut vers le bas. On dit qu'on a des buts de recherche que les gens doivent réaliser. Non, en fait, les étudiants viennent nous présenter leur thème de recherche et c'est ça cadre avec les buts, avec les enjeux dans les tropicaux. On aide les étudiants. Donc, c'était vraiment quelque chose qui venait de la base où le total était dépassé la somme de ces parties. Donc, on voulait avoir des programmes de recherche qui étaient pertinents au but du programme. Voici des photos des anciens élèves du programme, juste pour vous montrer ce qu'on a pu réaliser depuis 15 ans. On a eu 47 diplômés, il y en a dont 12 ont des doctorats. Voici la distribution dans les programmes. La majorité des étudiants sont en biologie. Ils se concentrent sur des organismes dans les néotropiques. C'est une chose naturelle parce que nous avons un partenariat avec Stry où presque tout le monde chez Stry est biologiste. C'est un programme qui souligne la biodiversité. Et aussi, nous avons la représentation d'autres départements. Une autre chose clé, l'accent sur la biologie est assez fort actuellement. Donc, une autre essence clé du programme est l'idée de développement de capacité de former les gens des néotropiques, de faire de la recherche dans les néotropiques et de développer les capacités dans ces pays. Donc, on voit les étudiants diplômés à gauche, la moitié venait du Canada, mais il y en a d'autres qui viennent de Panama, Colombie, le Chili et la France aussi. Et actuellement,
il y a plus d'étudiants de l'Amérique latine. J'ai mal écrit la Colombie ici. Donc, le problème pour le programme NEO, depuis son début, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent pour soutenir les étudiants. Donc, Stry a donné de l'argent, McGill en a fourni aussi, mais en fait, c'était une opportunité de réunir les gens et de leur donner des petites sources de financement. Donc, quand j'étais directeur de NEO, ce programme Insert Create au Canada a vu le jour et ce programme était conçu pour financer des programmes qui avaient ressemblé exactement au programme qu'on avait déjà. Mais techniquement, on ne peut pas faire de demande dans le programme pour un programme qui existe déjà. Donc, on ne pouvait pas juste avoir de l'argent pour NEO, mais on pouvait faire une demande pour quelque chose de semblable. C'était BESS. Donc, l'idée derrière BESS était semblable. On voulait offrir du financement et de la recherche dans les néotropiques. On voulait se concentrer sur la biodiversité, les services d'écosystème et l'écosystème. Je vais vous présenter quelques éléments clés du programme qui ont été dictés parce que le gouvernement fédéral a vu comme nécessaire pour le financement du programme et aussi ça a reflété nos intérêts. Voici 11 pays, des partenaires. Ils viennent de l'Université McGill. Aussi, on a eu des partenaires de l'UQAM et de l'Université Laval. Voici une exigence du gouvernement canadien. On avait des partenaires industriels, des partenaires qui faisaient le travail dans les néotropiques. Ce sont des compagnies de réforestation et d'extraction. Et on veut engager les compagnies davantage dans le programme. Jusqu'ici, on n'a pas eu beaucoup de travail avec ces compagnies. À la place, on continue avec cette tradition de travail avec des ONG et des partenaires universitaires et des groupes indigènes, ce qui est merveilleux. On a beaucoup de participants de STRI aussi, le Smithsonian. Il y a d'autres professeurs qui viennent d'autres institutions. Donc, voici ce qu'on a inclus dans la subvention. Nous avons dû convaincre le gouvernement canadien qu'il y aura des bénéfices monétaires au Canada pour le programme. Sinon, ils n'allaient pas offrir de financement. Voici pourquoi on a des partenaires de l'industrie. Je vais juste lire quelque chose sur le programme pour voir. Vous avez le change environnemental change très rapidement. Avec le futur de la durabilité, c'est urgent dans les environnements tropicaux où la plupart la biodiversité se trouve et les humains en font l'interaction. Ça donne une zone multidisciplinaire et qui va préparer la prochaine génération de scientifiques environnementaux. Cet aspect sera réalisé par un divers groupe de collaborateurs qui vont administrer et surveiller les services complémentaires et la recherche sur les thèses. Et les stagiaires, la plupart de l'activité aura lieu au Panama. Donc, les cours et le programme sont enseignés au Panama et la recherche est faite dans les pays néotropicaux, au Panama et ailleurs. Et le partenariat entre les universités du Québec et les institutions panaméniennes, comme STRI. Aussi, ça prend des comités aviseurs. Donc, voici des gens, des directeurs, c'est STRI, des compagnies comme Future Earth. On a le comité de livraison de programmes représenté par tous les partenaires universitaires, le Smithsonian et d'autres institutions au Panama. On a eu quelques thèmes de recherche. C'est juste rassembler des choses que les gens font déjà et que les gens voulaient ou intéressés montrer, la science de biodiversité et l'évaluation d'impact environnemental pour la planification générale, incorporer des perspectives sociales pour la planification territoriale. Catherine et moi, on a essayé d'avoir une composante indigène
prononcées et des perspectives sociales dans le programme. C'est quelque chose qu'il faut toujours améliorer. Voici pourquoi je suis ici comme participant à SAKIDA. La gestion adaptative et la restauration suivant la dégradation environnementale, contrôle des spécies envahissantes, l'atténuation de leurs impacts et la biodiversité évoluante. C'est comme les intérêts de E4A. On prend une perspective co-évolutionnaire pour voir comment la nature et les êtres humains peuvent coexister. Un an plus tard, on a 6 ans de financement. Nous avons pu attirer un grand nombre d'étudiants. Donc, nous avons déjà 28 étudiants. La plupart viennent de McGill. On commence à recruter des étudiants chez McGill, Laval et UQAM aussi. Nous avons beaucoup d'étudiants néo à McGill où on veut travailler. Ça aussi, juste pour souligner le développement des capacités, voici les pays d'origine des étudiants et le but, ce sera de recruter surtout des pays de l'Amérique latine et d'avoir des étudiants au doctorat dans le programme. Donc, je voulais vous présenter cette opportunité de financer des étudiants pour travailler sur des enjeux néotropicaux. Le travail doit être fait dans les néotropiques et les étudiants doivent passer par un des 3 universitaires partenaires. Donc, si vous n'êtes pas dans un de ces 2 contextes, vous pouvez travailler avec des gens qui s'y trouvent et d'inscrire des étudiants dans le programme. C'est tout ce que je voulais dire. Si vous avez des questions sur le programme, il me ferait plaisir d'y répondre. Merci, Andrew. Je voulais juste indiquer qu'après un an, BESS soutient 2 étudiants diplômés qui travaillent avec les partenaires à SICADA. Un, c'est Camilo Gomez. Camilo Gomez, on travaille son travail avec Toto et Fanny. L'autre n'est pas là. Maintenant, Perry Lodex qui travaille avec Nobé Doublé au Panama. Et je veux ajouter que le meilleur coordinateur, Philippe, va travailler en postdoctorat et il va travailler avec Kuna, Panama, comment la communauté piscicole et le barrage a changé les comportements ou la relation entre les gens de la place et le poisson. Quels sont les pays néotropicaux? Pour nous, ce sont des pays au sud de l'État, de la frontière au sud, dans les Amériques, au sud des États-Unis. So if you do have the potential or interest for... Donc, s'il y a un potentiel d'avoir des étudiants dans notre programme, on peut fournir un peu de soutien. Donc, contactez-moi et le coordinateur du programme. On va discuter comment ça peut travailler avec vous pour le rendre accessible. Donc, on peut rendre les néotropiques dans des pays au sud de la frontière des États-Unis. Et on espère s'étendre à d'autres pays tropicaux, particulièrement l'Afrique, parce que le meilleur programme, c'est un programme sans opportunité pour le renouvellement. Donc, on a 6 ans pour dépenser cet argent et après, il faut essayer quelque chose de nouveau. Donc, la prochaine étape, ça sera intégré à travers des environnements néotropicaux. Et je commence à travailler avec le professeur de McGill aussi, qui travaille à Uganda. Je pense que ce sera la prochaine demande pour le programme. Ce sera bien d'être assez jeune pour pouvoir considérer un programme au-delà de 6 ans. La suivante est Terry Mitchell, qui est ici. Elle vient de l'Université Wilfrid Laurier.
On parle de la gouvernance des ressources et des droits indigènes pour comprendre les cadres de travail interculturels, pour comprendre le consentement libre, éclairé et au préalable. Bonjour tout le monde, mon nom est Terry. Je suis nouvelle au Cicada. Je suis très contente de passer du temps avec vous et de passer et partager le travail que j'ai créé, nous co-créons ensemble, José et moi. Les diapos ne peuvent arriver. Je n'ai pas porté beaucoup d'attention. Donc maintenant, je veux me dire que José et moi, on bâtit quelque chose qui s'appelle le réseau de la gouvernance des ressources panaméricaines. Il savait jumeler des communautés autochtones au Canada avec des communautés en Amérique latine qui sont touchées par des minières canadiennes. Donc, on voulait se concentrer sur les exploitations minières canadiennes en Amérique du Sud et en Amérique latine. Parchian a relié 27 universitaires de 27 disciplines. Nous avons relié 19 partenaires dans 6 provinces et 3 territoires du Canada, ainsi que des partenaires avec le travail de José en Argentine, Bolivie, Chili et le Pérou. De partenariat. On va prendre 18 universitaires indigènes, mais on n'a pas réussi dans nos 2 tentatives de gagner du financement de SHRC et de IDRC. Mais néanmoins, nous avons reçu de l'argent pour bâtir nos réseaux et notre vision. Nous avons le soutien des leaders indigènes et non indigènes aussi. Nous avons un groupe aviseur avec Rudolf Stavenhagen, le chef Ovid Mercredi, Alissa Moudoro, et des universitaires et avocats indigènes. On travaille avec Rebecca Addison de First Peoples Worldwide. Donc, on a connecté avec des personnes dans des places de pouvoir et des grandes qui ont beaucoup d'histoire avec les enjeux indigènes au niveau local et international. Non, mais on n'a pas eu la bourse, mais avec la contribution et de l'énergie avec tous les partenaires, j'ai pu façonner une plus petite bourse dans le système SHRC, une bourse Insight sur la gouvernance des ressources et les droits indigènes. C'est le même travail à plus petite échelle. On travaille avec les universitaires dans le Nunavut, le territoire du Nord-Ouest, le nord de l'Ontario, le nord du Chili et le désert Atacama. Toutes ces zones touchées par des minières canadiennes ou la gouvernance d'eau aussi. On a fait des études de cas avec des peuples indigènes qui sont touchés par cette question de gouvernance des ressources. Donc, nous avons l'intention d'étudier les interactions des nations indigènes et les gouvernements et les corporations dans le contexte d'une demande globale croissante pour l'extraction des ressources et aussi la dépendance canadienne sur l'extraction des ressources dans notre économie. Donc, dans le plus petit projet, celui sur lequel on travaille maintenant, nous avons José travaille avec l'Amérique du Sud et nous travaillons avec Chili et maintenant on travaille avec
d'autres partenaires en Pérou et aussi on travaille avec Louis Victor. On travaille avec Thierry Rodin, qui je pense que vous connaissez, de Laval, qui sera ici plus tard aujourd'hui. On travaille avec les Inuits dans le projet Mary River et le River Project. Ça a été mentionné dans les mines Iron Ore. On travaille avec Peggy Smith à Lakehead University. Elle est une femme des Premières Nations. Certains la connaissent peut-être à travers son travail en foresterie dans ce secteur et elle travaille avec nous, avec les chefs Metawa ou dans le cercle de feu, Ring of Fire des mines là-bas. King Crow Mines, et c'est un secteur très intéressant pour le gouvernement canadien. Alex Leda, un de mes collègues à l'université, il travaille avec les Satou, un territoire du Nord-Ouest, et avec le comité directeur pour le projet Transboundary. Et on croit que le territoire du Nord-Ouest et les gens là-bas nous ont révélé une belle pratique sur le consentement éclairé et au préalable, et on peut apprendre des choses avec ça sur l'industrie des mines. Alors, notre travail mettait l'accent sur regarder la compréhension et l'adoption et l'acceptation de la Déclaration des droits de la personne des Premières Nations des Nations Unies dans ces pays. Et ce qu'on a fait avec ce plus petit projet, c'est de mettre l'accent sur les articles qui sont reliés au consentement libre et préalable et sur le terrain où les droits sont clairement exprimés autour de la souveraineté. Est-ce qu'on aurait des gens sur notre terre ou non? Est-ce qu'on veut développer? Est-ce qu'on veut du développement ou pas? Et quel type de développement est-ce qu'on veut? Que les communautés ont des droits clairs de pouvoir s'exprimer là-dessus. Les objectifs de notre recherche plus large et plus grosse, c'est de faire avancer les connaissances des Premières Nations et des Autochtones sur l'intendance environnementale, la durabilité et l'autodétermination dans le contexte de l'extraction minière et de regarder les degrés d'harmonisation entre les normes nationales, internationales des Premières Nations au Canada et dans d'autres communautés, l'intégration de ça avec un focus sur RESPEC et regarder les normes parallèles nationales et internationales sur le consentement. Et quand on regarde des cadres légaux très forts, on ne voit pas très souvent de la grosse pratique au Canada, en Bolivie, où le cadre réglementaire très clair, mais les pratiques ne sont pas très claires. Alors, notre intention, c'est d'identifier les bonnes connaissances, les meilleures connaissances, meilleures pratiques pour regarder les processus dans lesquels les droits qui sont au niveau international et au niveau domestique peuvent être compris, peuvent être exprimés et en pratique dans leur propre contexte et mis en pratique dans leur propre contexte traditionnel et les lois naturelles des Premières Nations sur leur propre territoire. Alors, on regarde des pratiques et des principes, des politiques, des cadres réglementaires, des cadres juridiques, des cadres gouvernementaux sur le consentement entre les peuples indigènes, les gouvernements et les industries d'extraction et comment ça se joue en temps réel et dans un contexte sur le terrain. Alors, on regarde le théorique, le légal, le gouvernemental et on regarde ça en termes de sites particuliers. Alors, Iron Ore à Mary River, Gold Mine, les mines d'or au Chili, les mines au nord de l'Ontario pour le chrome. Alors, quand on regarde ces cadres juridiques et gouvernementaux et pratiques et compréhension traditionnelle du consentement et de juridiction dans certains sites avec l'intention de comparer ça à travers le Canada et à travers l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. Alors, le cadre légal et le cadre international en émergence était très fort avec le ILO, avec UNDRIP, et très clair que les peuples autochtones ont le droit de déterminer et développer leurs propres priorités, leur stratégie pour le développement et l'utilisation et de pouvoir jouir de leur propre territoire. Et aussi, UNDRIP parle de la protection de l'environnement et protection de la militarisation et de l'évincement. Et nous, on met l'accent sur le consentement libre et au préalable et informé. Alors, ils disent que c'est très clair, mais il n'y a pas de clarté à travers
l'industrie, pour ICMN et le Global Compact. Il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup de politiques et il y a beaucoup de principes et de manuels autour du consentement libre et au préalable que l'industrie a créé. Le gouvernement a des manuels, des documents sur le consentement libre et éclairé. Les peuples des Premières Nations ont leur propre compréhension, mais c'est là où l'interculturel entre en jeu. L'industrie a une compréhension, plusieurs compréhensions. Le gouvernement a une compréhension et les peuples indigènes et autochtones ont leurs propres conclusions. Mais ils ne fonctionnent pas ensemble, ils ne travaillent pas ensemble. On travaille avec des modèles du 19e siècle, des échanges commerciaux, et on travaille avec les modèles dominants occidentaux des relations dans l'exercice de ce qui apparaît être des normes très claires internationales. Et dans le contexte canadien, on a aussi un éventail d'arrêts de la Cour suprême, Chilcotin, par exemple, qui donne une préséance à ces principes et le droit de développer des stratégies et des priorités sur son propre territoire. Alors, ce qu'on fait, c'est travailler avec les peuples indigènes pour savoir qu'est-ce que ça veut dire pour eux et comment ils vont exercer leur juridiction dans leur juridiction dans un nouveau cadre international des droits. Comment est-ce qu'on va harmoniser l'international et le domestique au niveau des cadres réglementaires, au niveau des droits. Alors, ça arrive dans le contexte d'une demande sans précédent pour des ressources. On voit ça au Canada où les compagnies canadiennes, à travers l'extraterritorial, sortent du Canada et à travers les moyens violents, s'accaparent des ressources sur les terrains et les territoires des Autochtones sans consentement libre et éclairé au préalable. Alors, l'ordre économique est fait autour de l'accaparement de territoire, autour des ressources. Il y a une nouvelle demande pour les terres des Premières Nations. Il faut faire attention. Il y a une deuxième vague de colonialisme ou un nouveau modèle d'affaires. On veut travailler avec les peuples autochtones des Premières Nations pour nous aider à comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour eux, ces nouveaux cadres réglementaires. Qu'est-ce que ça veut dire, ces nouveaux cadres de droit et qu'est-ce que ça veut dire en termes de lois traditionnelles d'accès et juridiction. Alors, tous ces éléments, je pense que ce serait le point numéro 3 où on regarde l'émergence et la recherche arrive dans l'émergence d'un régime international de droit des Premières Nations où on a un combat sur un modèle d'affaires pour, selon nous, on a l'air beaucoup plus comme quelque chose de coercitif, des bénéfices, impact, avantages, impact, et on vous donne de l'éducation, de la nourriture, on va construire des routes, on va construire de l'infrastructure. Et quand ces droits existent déjà au niveau domestique, au niveau international, les droits de la personne existent déjà. Alors, on regarde ça d'une perspective des Premières Nations. Qu'est-ce que ça veut dire, le consentement libre et informé préalable? Et comment est-ce qu'on peut négocier à travers les secteurs de gouvernement, industrie et nations indigènes et Premières Nations qui ne sont pas d'une façon qui n'est pas issue du 19e siècle et qui appuierait le développement avec le consentement et selon les désirs des Premières Nations. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur 3 modèles d'études de cas et on va réappliquer pour retourner aux 11 études de cas que l'on travaillait, avec lesquelles on travaillait originalement. On a un réseau interdisciplinaire, interculturel et interdisciplinaire de plusieurs étudiants occidentaux et non occidentaux et on fait des études de communauté de FPIC et des cadres d'implémentation. Qu'est-ce que ça veut dire, le financement? Quelle est la définition et quelles sont les politiques et le cadre juridique et pratique courantes dans différents environnements dans une manière comparative? On fait une analyse au niveau de l'État. Quel est le degré, le niveau auquel les différents pays se conforment à UNDRIP? J'ai développé une unité de mesure, une méthode pour mesurer les plaintes avec UNDRIP avec autour de l'autonomie des Premières Nations et gestion du territoire et aussi travailler avec l'équipe et l'outil de Oxfam et quand Cherry développe des outils sur FPIC Analysis et regarder les processus avec Mary Remind à quel point FPIC était vraiment en adhésion à ces processus et donc on développe des mesures à travers nos différents sites avec l'intention de les utiliser, les mêmes mesures à travers
tous les sites. On regarde au niveau national, au niveau régional, l'industrie, regarder les droits de la personne et l'impact sur l'industrie. Ensuite, faire des entretiens du travail de groupe avec les nations eux-mêmes et leur demander leur point de vue, leur histoire et ce qu'ils ont vécu jusqu'à maintenant avec la consultation et leur compréhension de ces droits à partir du document juridique et leur loi traditionnelle à eux. Alors, ce qu'on demande maintenant avec mon travail avec Metawa, c'est de développer des matériaux en langue claire de ces cadres de droit et travailler avec eux. Un des engagements de ce projet, c'est de développer des outils partagés. On développe un site web et un site Android pour que les gens puissent gérer l'information sur le consentement libre et indépendant et avoir, même si les gens ont des téléphones à bande passante basse, ils pourraient avoir accès à cette information-là quand même. Questions, commentaires? Viviane. Merci, Terry. Bien sûr, vous touchez quelque chose qui est très cher à moi et le travail que je fais depuis un bon moment déjà. Alors, je voulais mettre l'accent sur l'importance de regarder les politiques au niveau des Premières Nations, des peuples autochtones et de regarder ce qui ressort de la loi sur les peuples indiens. Il y a des choses importantes qui arrivent et des choses ne sont pas mises en œuvre. Et ce qui arrive à ICMM, et je parlais à Tony Hodge et il disait que le droit au consentement n'existait pas. Il n'était pas d'accord. Et là, ils sont forcés de faire semblant que les choses arrivent quand même et tout ça pour dire que le vrai travail est dans les communautés et le travail sur le développement de leur propre protocole, leur propre réglementation autour de ce que ça veut dire le consentement et la consultation pour eux. Donc, ils ont réellement des outils qu'ils peuvent utiliser parce que vous allez trouver toutes sortes de choses et il y a beaucoup de choses qui sont écrites, mais c'est ici que les bénéfices ont lieu. Alors, je vous encourage dans votre travail, peut-être qu'on peut, parce qu'on fait du travail là-dessus, nous aussi, pour faire de la formation autour du consentement libre et éclairé. Et il y a des vidéos, les vidéos fonctionnent très bien. Les gens produisent leurs propres vidéos, ce que ça veut dire pour eux, parlent à leurs aînés et des choses que l'on peut faire, des choses sur lesquelles on peut discuter. La meilleure place de travailler, c'est dans les communautés eux-mêmes où ils ont leur propre règlement autour du consentement parce que c'est la loi qui devrait prévoir, qui devrait s'appliquer chez plusieurs peuples. On a des différentes perspectives sur comment faire tout ça. Merci de nous rappeler qu'il existe aussi, pour les peuples autochtones, des normes intéressantes. Non seulement au niveau international, le cas de la Colombie, nous avons un cadre juridique qui est très riche, qui reconnaît les droits des Autochtones. Je pense qu'il reste encore beaucoup d'éléments. Je pense qu'on ne comprend pas les choses à partir des communautés. Les communautés ne comprennent pas tous leurs droits, ne comprennent pas tout le cadre juridique qui existe déjà et qui leur permet de défendre leurs droits. Le cas de ce consentement informé, préalable et libre, ça doit être compris par les Premières Nations, par les Autochtones, selon leur point de vue. Les communautés ont conservé leur langue, des fois, et pour ces communautés, c'est plus difficile de comprendre ces concepts qui sont en espagnol. On devrait utiliser des interprètes, des traducteurs. C'est très important. C'est pas pareil. Un traducteur et un interprète, c'est pas la même chose. Parce que généralement, la langue autochtone ne peut pas être traduite littéralement. Donc, il faut traduire ces concepts, mais plutôt plus que ça, les interpréter. On espère qu'ils vont pouvoir utiliser des autochtones interprètes et des traducteurs autochtones aussi. C'est ce que je recommande toujours pour comprendre ces principes comme le consentement informé, préalable et libre. Et c'est ce que je dis aux organes internationaux. Vous voulez faire une consultation? Bien, utilisez des interprètes autochtones qui parlent la langue autochtone. Maintenant, on parle de consentement préalable.
Colombie, c'est problématique. Le gouvernement a dit que ce thème de consultation est devenu une façon qu'ont certains acteurs privés d'extorquer le gouvernement pour obtenir des ressources. Le gouvernement a dit que les peuples autochtones, nous représentons un obstacle au développement. Selon le gouvernement, on est une pierre d'achoppement, un obstacle. C'est pourquoi il y a ces projets d'exploitation, d'exploration sur le territoire. On a besoin d'être consulté au préalable. C'est important. Un autre élément qui me semble illogique, ce n'est pas cohérent, ce n'est pas sain. Je le répète, ce n'est pas sain. Ce que je veux dire, c'est que lorsque les consultations préalables vont avoir lieu dans les communautés autochtones, ceux qui paient, ce sont les entrepreneurs eux-mêmes, les entreprises. Alors, quel va être le code d'éthique possible? Ce sont les entreprises qui payent pour ça. Alors, je vois déjà de facto, d'entrée de jeu, avant même que tout ne soit entamé, une sorte de corruption. Les fonctionnaires, bien sûr, sont corrompus aussi, mais le processus est déjà biaisé. Et des fois, les compagnies ou même les fonctionnaires vont voir les aînés, les leaders, les chefs autochtones pour essayer de les corrompre. On leur donne des petits cadeaux, des avantages pour qu'ils ne constituent pas un obstacle au développement, entre guillemets. Alors, ce consentement informé, préalable et libre doit considérer la conscience collective, communautaire. Il faut travailler depuis le cœur de l'être humain. Ceux qui travaillent doivent ouvrir leur cœur, doivent nettoyer leur esprit, se purifier pour que le message soit clair et pur et puisse rejoindre les communautés. Il faut travailler avec la communauté, il faut comprendre leur vision et donner de l'appui, comme tout le monde dit, pour les communautés, pour qu'ils puissent avoir accès au cadre juridique pour comprendre ça selon leur vision et qu'on puisse aussi savoir ce que ça veut dire pour eux et comment eux, ils comprennent ça et comment on peut avancer ensemble. Notre temps est fini et on doit aller à la pause. Alors, je vais prendre un commentaire de Hector. Ça va? Vous avez l'occasion de dire un mot d'eux. Tous ces thèmes ont vraiment été comme un dessert pour moi, parce que ce sont les thèmes que nous élaborons en communauté. J'en suis ravi. Merci à Viviane. En 2009, nous avons entamé un projet sur le développement des normes et des mécanismes de protection des peuples autochtones au niveau minier, au niveau des ressources. Et un thème très important a été ce mécanisme, cette nécessité du mécanisme de consultation, de consentement informé, préalable et libre. Et depuis toutes ces années, au niveau du pays, on s'est rendu compte que les gens ne savent pas, ne connaissent pas les concepts partout au pays. Il y a beaucoup de méconnaissance ou d'ignorance au pays. Et on continue à tergiverser, ne pas vraiment s'attaquer à ses priorités et on ne traite pas de ses droits. Les communautés autochtones et leur autorité ne connaissent pas souvent cela profondément. Le concept même du consentement informé, préalable et libre est méconnu par les Autochtones et leurs chefs, même si la Colombie est censée être à l'avant-garde. Mais ce sont des petits bouts de papier dont on parle ça et là seulement. C'est pas pour de vrai. Alors, on veut travailler et élaborer ce terme du consentement informé, préalable et libre, mais même le chef ne sait pas ce que ça signifie. On engage des gens qui s'en vont vers les communautés pour développer le processus de consultation avec les différentes entreprises. Mais ce sont des gens sous contrat qui ne connaissent rien. Ils n'ont jamais lu la Convention. Dans ma réserve, il y avait un sous-traitant qui ne connaissait rien des articles de la Convention 169, et il ne savait même pas c'était quoi. Il ne savait même pas pourquoi il avait été embauché. Il était là pour l'argent, ce sous-traitant, et j'en suis désolé. Alors, merci de
de travailler là-dessus. Et donc, bienvenue en Colombie. Veuillez venir nous voir parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire là-bas. Mais vous êtes la bienvenue. Un petit mot de José. Une minute. Je voulais rajouter un point à ce qui a été mentionné. Une des richesses dans ce projet, c'est la dimension comparative. Parce que dans un monde globalisé, mondialisé, avec des normes mondiales sur les droits de l'homme et l'économie globalisée, il était intéressant de voir comment ces normes sont appliquées dans différents contextes. Et là, nous entrons en rapport avec deux thèmes. Premier thème, celui de la responsabilité extraterritoriale des États à cause des violations de droits de l'homme, des violations. Il y a des entreprises qui vont créer ces violations dans plusieurs États. C'est un problème de droits de l'homme, de la personne. Et relativement à ce projet, nous élaborons une approche. C'est quelque chose, c'est un point chaud pour le Canada. Il y a les questions des traités, etc. Bon. Deuxième thème, c'est un thème collatéral et nous travaillons là-dessus également, avec Covid mercredi, entre autres, c'est le thème des accords commerciaux. Comment les accords commerciaux facilitent ces investissements et ont un impact sur les droits des peuples autochtones. Le Trans-Pacific Partnership, le TPP, que le Canada et plusieurs pays ont signé, des pays d'Amérique latine même. C'est un thème intéressant et avec Tauli Corpus, nous avons travaillé à un séminaire là-dessus. Ce sont des thèmes très importants, surtout lorsqu'on parle d'études comparatives et de cas très précis comme ce partenariat transpacifique, le PTP. On va prendre une pause de 15 minutes. Et on a besoin que vous choisissiez vos repas pour le midi.